Sandrine Deltour vous l'a montré, hein, ça bouge beaucoup ces dernières années. Et moi, je vais vous faire un focus sur l'infarctus cérébral et donc le rôle de l'interventionnel. Alors, avec plusieurs questions, c'est qui, quand, comment. Et on va commencer par quand. Alors, vous avez vu que la fenêtre thérapeutique, elle évolue beaucoup. On part d'une situation où actuellement, vous venez de le voir, c'est 4h30 pour administrer l'approche pharmacologique, la thrombolyse par voie veineuse, et puis on a 6 heures pour la thrombectomie. Mais maintenant, on a de nouveaux outils pour évaluer ce que nous a montré Sandrine Deltour, c'est-à-dire la pénombre, le cerveau à sauver, et on a des dispositifs comme ça qui sont presse-bouton. Vous avez, alors c'est une imagerie en IRM, mais ça existe également en scanner. Vous avez sur cette imagerie en violet l'infarctus cérébral qui est constitué, et vous avez en vert toute la zone de pénombre, donc tout le cerveau à risque qui va se nécroser s'il n'est pas levé. Et donc si l'occlusion n'est pas levée, pardon. Donc avec ce type d'imagerie, encore une fois en IRM ou en scanner, vous avez une appréciation de la pénombre en moins de 5 minutes. Et c'est maintenant une imagerie qui est incontournable quand on doit prendre en charge un patient dans ses horaires un peu tardifs. Je vous montre juste une étude qui était parue en 2017. Donc là, les patients étaient pris entre 6 et 24 heures. Ils ont été randomisés avec, encore une fois, cette sélection en imagerie multimodale pour avoir le traitement médical ou le traitement médical et la thrombectomie. Et avec cette sélection, vous voyez qu'on a un effet qui est majeur avec le nombre de patients à traiter qui est de 2. Quasiment 50% de patients autonomes à 3 mois versus 13%. Mais retenez que c'est une population très sélectionnée avec beaucoup d'AVC du réveil. Mais il faut savoir que voilà, au-delà de 6 heures, on a une indication à faire des imageries un peu plus perfectionnées pour voir si on peut encore sauver du cerveau. Et je vous ai montré juste une étude, mais il y a une deuxième étude qui va dans le même sens avec des odds ratios qui sont assez impressionnants. À cause de ça, on a un impact en termes de prise en charge, c'est que les recommandations nous disent que, alors je vous montre ici les recos nord-américaines, mais c'est pareil pour les recos européennes, jusqu'à 24 heures, suivant ces critères d'imagerie, on peut traiter les gens par thrombectomie. Mais ce que ça implique derrière tout ça, c'est que dans la prise en charge des patients entre 6 et 24 heures, on doit faire ce type d'imagerie pour savoir si il faut sauver du cerveau, et voyez ce que ça implique en termes d'organisation et d'accès à l'imagerie avec les problématiques qu'on a tous régulièrement pour avoir une imagerie cérébrale. Ce que ça veut dire aussi, c'est que finalement, si on caricature, on a affaire à deux types de profils. On a ce qu'on appelle les progresseurs rapides, les patients qui très rapidement vont nécroser, quoi qu'on fasse, et dès les premières heures, finalement, on va arriver après la bataille. Et à l'inverse, grâce à ce type d'imagerie, on va pouvoir identifier un autre profil de patients qu'on appelle les progresseurs lents, qu'on va pouvoir recanaliser jusqu'à 24 heures et probablement à l'avenir même au-delà de 24 heures. Donc ça, c'est pour quand? Alors, quels sont les patients et c'est un peu le rôle de traiter finalement de façon non futile et pertinente les patients. Alors d'abord, vous avez vu ce que vous a montré Sandrine Deltour, les données de la littérature qui sont très fortes et qui montrent l'efficacité de la thrombectomie, c'est uniquement pour les patients qui ont des occlusions de la carotide et de l'artère cérébrale moyenne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va le voir tout de suite, hein, sur les occlusions du tronc basilaire, c'est une histoire qui est complètement différente, en tout cas qui est différente. On a un effet qui est très fort pour la thrombectomie, pour les occlusions de la carotide et du segment M1. C'est le premier segment de l'artère cérébrale moyenne. Au-delà, l'histoire, elle est moins claire. Et quand on s'intéresse aux occlusions de l'artère basilaire, vous regardez les recommandations européennes, les experts vous disent il faut faire de la thrombolyse IV et de la thrombectomie. Mais quand vous regardez les données de la littérature, il y a essentiellement 2 études publiées, une étude chinoise BEST qui inclut les patients dans les 8 heures, un arrêt prématuré de l'étude, pas d'effet, beaucoup de crossover, beaucoup de patients randomisés dans le bras médical qui ont été traités par voie endovasculaire, en tout cas pas de bénéfice. Deuxième étude, une étude européenne avec des centres brésiliens, 300 patients qui vient d'être publiée dans le New England, là encore pas de bénéfice. On pourra en rediscuter après, mais en pratique, ce qu'il faut retenir, c'est que circulation vertébro-basilaire et circulation antérieure, ce sont 2 histoires différentes et donc 2 effets différents. Alors, la thrombectomie ou la thrombolyse, toutes les stratégies de reperfusion, normalement, elles sont contre-indiquées quand on a affaire à des gros volumes parce qu'il y a un gros risque de transformation hémorragique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde, à titre d'exemple, ici, cette enquête aux US, vous voyez plusieurs centaines de milliers de patients qui ont été traités. Depuis l'avènement de la thrombectomie, le taux de craniectomie a baissé. C'est-à-dire que même pour
alors c'est pas clairement démontré, mais même pour les gros AVC, avec la thrombectomie, on peut réduire la mortalité ou en tout cas la crâniectomie. Et donc pour cette problématique de gros volume, je vous montre des graphes qui ont l'air un petit peu indigestes, mais très rapidement, vous voyez deux grandes situations. Il y a les petits volumes d'AVC, moins de 10 cc, et les gros volumes, plus de 125. Et ce que l'on voit sur des paramètres comme l'autonomie, l'âge et le temps entre l'imagerie et la reperfusion, on a l'impression que pour les patients jeunes ici de 40 ans, dans les premières heures, en fait, on va avoir, quoi qu'il arrive, une bonne récupération pour les volumes d'AVC qui sont faibles. À l'inverse, quand on regarde les situations où on a des gros volumes d'AVC, qui normalement sont des contre-indications formelles à toute stratégie de reperfusion, ce que l'on voit, c'est que toujours pour les patients jeunes de 40 ans, quand on arrive à les prendre en charge très tôt, très précocement, on peut encore avoir une évolution favorable dans plus de 80% des cas. Alors que vous voyez que pour les patients âgés, l'histoire elle est différente. Donc ça veut dire qu'encore une fois, au cas par cas, même pour les très gros AVC, on a peut-être un bénéfice à apporter aux patients. Alors, patients âgés, ce qu'il faut retenir, c'est que même les patients les plus âgés, les études qui ont montré le bénéfice de la thrombectomie, eh bien, il y a un bénéfice pour les patients de plus de 80 ans à avoir ce type de stratégie de reperfusion. Donc, on n'a pas d'argument pour les exclure de ce type d'intervention. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a clairement pas de limite d'âge identifiée. Après, évidemment, c'est du cas par cas en fonction de l'autonomie, mais sachez que globalement, plus de 80 ans, on leur rend service. Et ça, c'est valable aussi pour les fenêtres thérapeutiques élargies jusqu'à 24 heures. Là encore, on a des odds ratios très importants, plus de 4, vous voyez, pratiquement 5, en faveur d'une stratégie de reperfusion qui inclut la thrombectomie. Donc on a vu qui, alors maintenant comment. Donc je ne vais pas vous parler technique, mais je vais vous parler un petit peu de l'environnement avec 3 points qui me semblent importants. L'environnement pharmacologique, l'anesthésie et la gestion de la pression artérielle. Alors pourquoi je vous dis un mot là-dessus? Parce que actuellement, avec les stratégies de recanalisation par thrombectomie, on a des taux soviétiques de reperfusion, 80 à 90%. Et on sait que le pronostic, il est lié à ces taux de reperfusion. Donc, avec des taux de reperfusion de l'ordre de 90% actuellement, on devrait avoir des taux magnifiques de récupération. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez que les patients qui ont l'association thrombolyse IV et thrombectomie, il y a 47% d'évolution favorable. Ça veut dire que plus de 50% des patients vont avoir un handicap encore lourd. Et donc, il y a aussi un mismatch entre ces taux de reperfusion et la récupération à 3 mois. Et donc, probablement que il y a encore du travail, mais il y a un certain nombre de paramètres qui doivent être optimisés. Et donc, parmi ces paramètres, ou ces items, il y a l'approche pharmacologique. Donc, Sandrine Deltour nous en a parlé. Donc, la thrombolyse, vous savez qu'un des gros problèmes, c'est le risque de transformation hémorragique. Et c'est ce qui est responsable d'une surmortalité la première semaine. Et c'est pour ça que souvent, avec ces stratégies de reperfusion, pharmacologique et endovasculaire, on a un effet très fort sur le handicap, mais pas sur la mortalité à cause de ce surrisque hémorragique. Et donc c'est pour ça que la thrombolyse, elle est actuellement sur la sellette. Elle est sur la sellette parce que ça fait saigner et parce que finalement, ça débouche pas très bien. Vous voyez qu'on a de l'ordre de 20 à 30% de recanaliseurs précoces. Donc finalement, on se demande à quoi bon donner un thrombolytique et pourquoi ne pas faire comme les cardiologues et aller directement à la salle de cathé. Alors, on peut essayer d'améliorer les choses avec la ténectéplase. Je ne reviendrai pas dessus parce que Sandrine Deltour en a parlé. Donc, on a l'impression que le type de fibrinolytique pourrait jouer en termes d'efficacité. Là, on l'a vu sur les taux de recanalisation quand on passe en salle de cathé. Mais c'est surtout la question de la tolérance. Et maintenant, on a des études, je vous en montre juste une à titre d'exemple, qui évaluent la thrombectomie seule versus la thrombectomie avec de la thrombolyse. Et les premiers résultats suggèrent une équivalence. Alors on pourra rediscuter certains aspects méthodologiques, mais on voit que pour les patients qui arrivent directement dans un centre où il y a de la thrombectomie, le fait de faire une thrombectomie seule sans thrombolyse ferait peut-être aussi bien qu'avec de la thrombolyse. Donc ça, c'est uniquement pour les patients qui arrivent directement dans des centres où il y a de la thrombectomie et c'est pas évalué pour les fameux drip and ship, c'est-à-dire les patients qui reçoivent la thrombolyse à un centre A et qui sont transférés dans un centre B pour avoir la thrombectomie. Alors après, il y a l'anesthésie. Il y a eu tout un débat sur l'anesthésie et la technique d'anesthésie parce que en 2015, quand on a eu ces différentes études qui ont montré le bénéfice de la thrombectomie, on s'est aperçu dans les analyses en sous-groupe que les patients qui étaient sous anesthésie générale lors de la procédure
avaient des odds ratios de mortalité plus élevés et puis récupéraient moins bien. Alors évidemment, on s'est posé un certain nombre de questions sur des biais. Est-ce que finalement c'était juste pas lié à une problématique de pression de perfusion cérébrale à l'induction avec une baisse de la pression artérielle? Est-ce que tout simplement c'était pas les patients les plus sévères? C'est pour ça que finalement ils avaient un moins bon pronostic, ou on n'avait pas plus de pneumopathie d'inhalation, encore une fois liée à l'intubation. Et donc, suite à ça, il y a un certain nombre d'études qui ont évalué un peu plus finement sur le plan méthodologique l'anesthésie. Alors, anesthésie générale versus sédation consciente, avec un certain nombre de critères de jugement. Là, vous avez l'évaluation du score neurologique RH24, le fameux score NIHSS qu'on vous a montré tout à l'heure. Et là, pas de différence. Quand on regarde le score de handicap à 3 mois, là encore, dans une autre étude, anesthésie générale versus sédation consciente, pas de différence. Et puis, je ne vais pas tout vous les faire, mais une troisième dont le critère de jugement n'était pas un critère clinique, mais un critère d'imagerie, c'est-à-dire le volume final d'infarctus cérébral. Et là, on a plutôt un signal en faveur de l'anesthésie générale. Et il y avait un critère de jugement secondaire qui, là, était un critère clinique de handicap. Et l'anesthésie générale faisait mieux. Donc finalement, on voit bien que la roue tourne, et puis on a une espèce de retour de manivelle où on avait l'impression que l'anesthésie générale était délétère, et finalement, c'est peut-être l'inverse. Alors quand on regarde les recommandations, on est un petit peu surpris parce que les dernières recommandations disent qu'elles ne peuvent pas se positionner concernant la stratégie d'anesthésie, mais finalement, quand on regarde les dernières études, voilà, celle que je vous ai montrée, on a quand même l'impression que, notamment ici sur cette méta-analyse, que l'anesthésie générale fait mieux que la sédation consciente. Voilà, donc en pratique au quotidien, c'est du cas par cas, mais quand même, l'anesthésie générale, c'est pas si mal. Et puis, je terminerai par un dernier volet qui est la gestion de la pression artérielle, qui est une problématique assez complexe. Alors, on a des données dans les patients qui ont été uniquement thrombolysés ou les patients qui ont été thrombectomisés. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a deux types de relations entre pression artérielle, ici systolique, et l'hémorragie symptomatique. Il y a une relation qui est linéaire avec la pression artérielle systolique, c'est-à-dire que plus la pression artérielle systolique est élevée, plus le risque d'hémorragie symptomatique est important, avec des seuils de 180 de systolique pour l'approche pharmacologique, un peu plus bas, 140-160 pour l'approche endovasculaire. Et puis, pour la relation avec la mortalité, on a une courbe en U, un peu comme pour la maladie coronaire. C'est-à-dire que pour les pressions artérielles systoliques basses ou élevées, là, on a une surmortalité. Et on s'aperçoit que finalement, les patients qui ont un meilleur pronostic, quand on mélange tous les patients, ce sont ceux qui ont une pression artérielle systolique entre 140 et 160. Mais une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'il y a d'autres paramètres, notamment en ce qui concerne la gestion de la pression artérielle pendant la procédure de thrombectomie. Donc il y a bien sûr la chute de la PAM en dessous de 70 ou de 90 mm de mercure. Et on sait que cette chute de la PAM, elle est associée à une augmentation du handicap. Donc ça fait assez sens finalement, puisque on se dit c'est la base de pression de perfusion cérébrale en cas d'ischémie. Mais un autre point intéressant, c'est aussi la variabilité de la pression artérielle. Et vous voyez que la variabilité de la PAM en plus ou en moins, donc dans les deux sens, donc vous voyez ici, plus de 20% de la PAM initiale ou moins de 20% de la PAM initiale, c'est associé à du handicap. Donc là, ça nous suggère que finalement, il faut peut-être aller vers une individualisation de la prise en charge de la pression artérielle, notamment en considérant la PAM initiale. Et alors, pendant très longtemps, en tout cas dans beaucoup de centres, on craignait et on craint l'hémorragie de reperfusion. Et donc, pour limiter cette hémorragie de reperfusion, on se fixait des cibles, et notamment des cibles assez drastiques, moins de 130, pour essayer de limiter ce risque de complications hémorragiques. Et donc cette stratégie, elle a été évaluée dans un essai randomisé multicentrique français sur un critère d'imagerie. En fait, on s'aperçoit que le fait de mettre les patients à moins de 130 de pression artérielle systolique après reperfusion, ça ne change rien. Et les recommandations actuellement, elles sont pas très satisfaisantes. Vous voyez, on nous donne des chiffres, moins de 185-110 avant reperfusion, moins de 180-105 après reperfusion, mais finalement, on reste un petit peu sur sa fin. Voilà, pour terminer,
Ce qui est recommandé, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut reperfuser les patients jusqu'à 24 heures, mais vous l'avez compris, il faut une imagerie multimodale. Il n'y a pas de limite d'âge. En tout cas, on peut traiter les patients les plus âgés de plus de 80 ans. Il y a des opinions d'experts qui nous suggèrent la prise en charge des patients avec les occlusions du tronc basilaire, mais vous l'avez vu, les données récentes ne sont pas en faveur d'une supériorité de ce type de stratégie ou les gros volumes. Et puis, ce qui n'est pas recommandé, c'est le type d'anesthésie ou la prise en charge des sites de pression artérielle. Voilà, merci pour votre attention.